Je vous propose que nous débutions dès à présent ce webinaire sur les jeux vidéo, sujet qui, je pense, va nous passionner les uns et les autres. Et j'ai la chance de présenter ce webinaire avec Arnaud, qui est donc le cofondateur de MyToya, ingénieur et joueur, puisque nous en avons parlé aujourd'hui au moment de la préparation finale du webinaire. Donc, nous pourrons partager, il y a du vécu ce soir, n'est-ce pas Arnaud? Tout à fait. Eh bien, moi, j'ai de nouveau le plaisir de co-animer ce webinaire avec Nadège, notre psychologue experte des relations parents-adolescents. Et nous allons parler ce soir d'un sujet beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît, les jeux vidéo, ces jeux vidéo qui prennent de plus en plus de place dans notre temps libre et qui font maintenant partie intégrante de la vie de nos ados. Alors, pour nous, en tant que parents, au mieux, cela peut être une source d'incompréhension, mais dans beaucoup de cas, c'est aussi une source de conflit. Et nous allons voir dans ce webinaire comment aborder cette partie de la vie numérique de nos ados pour mieux la comprendre et surtout avoir les bons réflexes. Alors, Nadège va d'abord commencer par nous expliquer la psychologie liée aux jeux vidéo, ses bénéfices, mais aussi ses dérives. Et moi, je vais vous parler ensuite rapidement de cet environnement des jeux vidéo pour mieux le comprendre, ce qui me permettra dans une deuxième partie de vous donner des conseils pratiques pour encadrer au mieux l'usage des jeux vidéo. Et enfin, Nadège pourra conclure avec des conseils plus pédagogiques. Bien, alors je débute Arnaud sur la partie de présentation de ces jeux vidéo et c'est ce qui est indiqué à l'écran. Il y a à la fois du bon et du moins bon dans les jeux vidéo et évidemment les problèmes qu'ils peuvent poser commencent maintenant à être plutôt bien connus. Je vais bien sûr les présenter, mais avant de m'attaquer à la partie, on va dire, négative, j'aimerais partager avec vous quand même les intérêts et les avantages de ces jeux vidéo parce que vous allez voir, eh bien maîtrisé à bon dosage, il y a un grand nombre d'avantages quand même dans ces jeux vidéo. Alors le premier et le plus important, c'est que nos enfants et nos adolescents ont besoin de jouer pour apprendre. Quand ils sont tout petits, c'est quelque chose d'absolument vital. C'est monsieur Jean Epstein qui a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « L'enfant n'apprend pas à jouer, il joue pour apprendre » et ça va durer pendant très longtemps. Et c'est vrai que dans la petite enfance, on va beaucoup privilégier le fait que l'enfant joue. On va d'ailleurs essayer de mettre l'environnement le plus favorable possible. Et malheureusement, très rapidement, on le voit dès la primaire, on va déjà beaucoup moins privilégier le jeu et le jeu comme apprentissage. Et c'est vraiment quelque chose de dommage parce qu'on se rend compte que quand on joue, que l'on soit enfant, adolescent ou même adulte, eh bien, on se rend compte que quand on joue, on retient mieux. C'est dû à la présence des émotions, à la présence aussi de l'implication et de la motivation interne. Et donc, jouer est un très, très bon canal d'apprentissage. Il y a aussi 4 autres éléments qui vont indiquer, qui sont en faveur des jeux vidéo. Le premier, c'est que les jeux vidéo répondent à 4 des 5 besoins fondamentaux des êtres humains. Alors, c'est l'américain William Glaser qui parle de 5 besoins fondamentaux. Le premier, celui de la sécurité et de la survie, n'est pas concerné par les jeux vidéo, mais les 4 autres, le plaisir, le sentiment d'appartenance, le besoin de compétence et le besoin également de liberté, eh bien ces 4 autres besoins fondamentaux, eux par contre, sont impliqués quand nous jouons aux jeux vidéo. Alors le plaisir, ça semble évident. L'appartenance, on le verra, mais beaucoup de jeux vidéo sont aujourd'hui des jeux en ligne, des jeux où on peut jouer en groupe, et ce sont, même si on y joue seul, des jeux
sur lesquels après on va discuter, on va pouvoir échanger. Donc l'appartenance est quelque chose de très important. Quand on est bon aux jeux vidéo ou quand en tout cas on a le sentiment de progresser, bien sûr notre besoin de compétences lui aussi eh bien, grandit. Et puis la liberté, on le verra, les jeux vidéo font en sorte de nous donner quand même cette impression de puissance, de pouvoir faire des choix, d'avoir un libre arbitre. Et dans une vie d'adolescents très contrainte, où ils ont beaucoup d'obligations, ils ne peuvent pas toujours faire ce qu'ils aimeraient et ils se sentent quand même très pris sous contrôle, eh bien évidemment, les jeux vidéo viennent répondre à tous ces besoins. Ils viennent également répondre à quatre grands axes que M. Serge Tisseron a décrits dans un de ses articles. Et c'est intéressant parce que M. Tisseron est le fondateur des préconisations 3, 6, 9, 12 en ce qui concerne les écrans. Il a été un des tout premiers à se poser cette question des écrans. Et c'est aussi un joueur, c'est aussi quelqu'un qui aime particulièrement jouer aux jeux vidéo et il explique tout ce que les jeux peuvent lui amener, alors toujours avec contrôle évidemment, mais dans cet article il donne 4 axes, 4 éléments favorables sur les jeux vidéo. Le premier, nous l'avons déjà évoqué, c'est qu'ils permettent de faire diversion. Ils permettent à l'ado, après une journée peut-être fatigante, peut-être aussi pas très fun, d'avoir un répit, de pouvoir s'autoriser à rêver, à avoir une régression, à sortir de la réalité du monde. Et puis, pour ceux qui sont peut-être moins bien dans cette vie quotidienne, pour ceux qui se retrouvent en difficulté, eh bien, les jeux vidéo font aussi diversion par rapport à la réalité. Alors, je vais vous passer un extrait de moins d'une minute, mais d'un petit montage de 7 minutes. Demain, nous mettrons cette vidéo à disposition. Et c'est un ado qui explique, alors en réalité c'est une psychologue, Pauline Barnasson, mais qui utilise la voix d'un ado, le témoignage d'un ado qui était tombé dans la dépendance par rapport aux jeux vidéo pour expliquer pourquoi eh bien, ces jeux avaient autant d'importance. Alors, je vous passe maintenant cet extrait pour illustrer eh bien, ce besoin de s'évader et parfois de fuir la réalité. En fait, j'avais qu'une envie, c'était de rêver sans avoir à réfléchir pour m'échapper de la vie réelle. Pourquoi vouloir m'échapper de la vie réelle ? Quand j'étais au collège, il a fallu que je me mette à bosser, parce que jusque-là, je n'étais pas tellement investi et je m'en sortais très bien. Bravo. Petit à petit, je devais penser à plein de choses en même temps, les cours, les devoirs, les notes, les potes, me débrouiller seul pour aller au foot, rentrer à la maison par mes propres moyens. En fait, j'avais le sentiment de basculer dans l'horrible monde des adultes et les jeux vidéo constituaient vraiment un échappatoire, quoi. J'étais donc de plus en plus tendu et agressif. Et parfois, je pétais un câble jusqu'à en rage quitte. Souvent, on relie ces comportements incontrôlables et impulsifs aux jeux vidéo. Mais c'est pas totalement ça. Initialement, c'est l'angoisse qui est présente, c'est-à-dire la peur et le stress liés à la vie de tous les jours. C'est ça qui est à l'origine des tensions et des comportements incontrôlables. Et la stratégie trouvée en parallèle pour contenir. Or, c'est plutôt l'angoisse qui pousse à vouloir s'échapper des heures à jouer. Donc, on voit j'avais qu'une envie, c'était de rêver. On voit que les jeux vidéo permettent donc de s'évader. Ils permettent aussi de quitter l'enfance en douceur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans les 10 jeux vidéo les plus vendus en 2020, eh bien, vous trouvez Animal Crossing et Mario Kart, qui continuent à être vraiment un must et qui sont plutôt enfantins.
Donc, les jeux vidéo permettent aussi aux ados de régresser, de continuer, l'air de rien à la maison, eh bien, de rester encore petit de temps en temps. Et puis aussi de commencer à se projeter, on le verra, vers une vie d'adulte, parce que c'est l'intérêt aussi des jeux vidéo. Ils sont un laboratoire pour se construire. Un jeu comme les Sims, par exemple, où l'ado va se construire une vie d'adulte, avoir une maison, une famille, choisir un métier, lui permet au fur et à mesure de se projeter. Et puis des jeux style Heroic Fantasy ou autres lui permettre également d'aller tester sa force, ses capacités de négociation, son intégration dans un groupe. Dernier avantage, et c'est confirmé, un certain nombre de jeux permettent quand même aux ados de développer une agilité intellectuelle. Alors, il y a des jeux qui permettent très clairement une amélioration des fonctions visio-spatiales, de l'exploration, de la créativité. Il faut résoudre des énigmes, élaborer des stratégies, surmonter des échecs, réussir à poursuivre malgré tout. Et quand le jeune fait preuve évidemment de créativité, mais surtout de contrôle, eh bien, on se rend compte que les jeux lui amènent la capacité de développer de vraies activités. Et en préparant ce webinaire, nous en discutions, Arnaud, et je te racontais comment mon fils ado a découvert le jeu Civilisation et s'est passionné pour l'histoire et la géographie après avoir commencé ce jeu, parce qu'il a continué, il a commencé à faire des liens et à vouloir eh bien, élaborer des stratégies. Et donc, c'est pour ça qu'il a été chercher des informations. Donc, on se rend compte qu'il y a du bénéfice dans les jeux vidéo. La question, ce n'est pas toujours le jeu. Alors, on en verra, il y a quand même des jeux dangereux, des jeux qui sont, eux, à proscrire. C'est la question du dosage du jeu vidéo. Et c'est surtout la question de l'impact que le jeu vidéo va avoir sur la vie à côté. Et évidemment, tant qu'il n'y a pas d'impact, tant que le jeu vidéo fait partie des activités extrascolaires, mais sans faire disparaître toutes ces activités, il n'y a pas de problématique. Mais quand, par contre, l'équilibre est mis en danger à cause du jeu vidéo, cela devient bien sûr un problème. L'autre problème est aussi le fait que le jeu vidéo maintenant, certains jeux viennent bouleverser la temporalité réelle, celle que nous vivons. C'est-à-dire qu'auparavant, quand vous étiez en train de jouer au Monopoly ou au Cluedo, si on vous appelait à table, le jeu s'arrêtait et vous pouviez revenir 1 heure, 2 heures après, reprendre ce jeu. La difficulté maintenant avec des jeux comme Warcraft, comme Fortnite, eh bien, c'est que ces jeux continue sans arrêt et continue sans vous. Et en plus, bien, vous vous retrouvez à abandonner potentiellement vos membres de votre guilde, de votre groupe et les mettre en difficulté. Donc, évidemment, eh bien là, il peut y avoir des frictions et c'est souvent là d'ailleurs où il y a des frictions très importantes parce que l'ado, évidemment, veut continuer à jouer. Et puis, autre élément qui est important, c'est évidemment le fait que les jeux peuvent parfois eh bien, avoir des effets négatifs. Tous les jeux ne sont pas bénéfiques. Il y a des jeux extrêmement violents. Il y a des jeux également qui font l'apologie du sexe et qui peuvent être une difficulté. Et puis, nous le verrons, mais il y a aussi eh bien, la difficulté d'aller dans un jeu de plus en plus immersif, d'aller dans un jeu qui va vous happer et qui va vous faire perdre le contact avec la réalité. Et pour cela, je vous invite vraiment à voir ce superbe film de Steven Spielberg, Ready Player One, qui bien, est un film qui fait un peu froid dans le dos quand même, il faut reconnaître, mais qui montre que eh bien, si on abandonne la réalité et surtout si le jeu devient beaucoup plus beau, agréable, riche que la réalité, eh bien évidemment, il y a un vrai danger. Et c'est vrai, et c'est ce que tu vas nous expliquer maintenant, Arnaud,
que les jeux vidéo ont énormément changé et que c'est peut-être là aussi où le risque, où les risques se trouvent, et aujourd'hui, et notamment demain également. Ouais, merci Nadège. Le point que je puisse dire, c'est que les jeux vidéo, ce monde a énormément évolué depuis le premier jeu vidéo de l'histoire en 1972, hein, le fameux Pong, qui rappelle peut-être des souvenirs à certains, et les jeux actuels sur console, PC ou mobile qui sont toujours plus performants, toujours plus réalistes et immersifs. Alors certes, la technologie a beaucoup évolué, les supports sur lesquels on peut y jouer aussi, mais c'est surtout les modèles économiques qui ont également beaucoup évolué et ce n'est pas sans incidence. Alors d'abord, juste quelques chiffres pour planter un peu le décor sur les jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est un marché en pleine croissance. C'est un marché qui représente près de 300 milliards de dollars au niveau mondial et qui touche 2,7 milliards de joueurs. En France, on serait 52% à y jouer régulièrement, une tendance là aussi en hausse. Mais surtout, ce marché devient un marché de masse et non plus de niche, car cela touche tous les âges et tous les genres, enfin, quel que soit le genre. Alors qu'avant, c'était un univers essentiellement jeune et masculin. Alors cela est dû à l'évolution des supports, hein, comme le mobile, mais aussi aux capacités des réseaux de données qui font que maintenant, la plupart des jeux sont connectés et surtout dématérialisés. Hein, c'est l'ensemble de ces facteurs qui sont en train de profondément changer le modèle économique des jeux vidéo. Hein, depuis cette année, la part des jeux dématérialisés a dépassé les achats de supports comme les DVD ou les cartouches. Alors, quelle est l'incidence du modèle économique, hein? Pourquoi il est aussi important de vous en parler maintenant? Pour comprendre, avant, le jeu vidéo était une activité circonscrite dans l'espace et le temps. Il y avait le téléviseur, la console de salon, les cartouches qu'on achetait, et on était effectivement dans un marché uniquement d'achat de produits physiques. Maintenant, on peut jouer partout. Les jeux s'immiscent dans notre vie quotidienne. On n'achète plus les jeux directement pour la plupart. Et cette industrie est en fait entrée de plein pied dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Je vous renvoie à nos différents webinaires, notamment sur la gestion du temps, celui sur les réseaux sociaux ou encore la nomophobie, qui traitent justement des mécanismes de cette économie dont on a parlé maintes fois. Et c'est ce basculement en fait dans cette économie qui change radicalement la manière dont les jeux sont conçus et la manière dont on y joue. Pour rappel, l'objectif des acteurs de l'économie de l'attention, c'est d'avoir la plus grande part de marché dans le temps de cerveau que nous avons de disponible. Et donc, dans cette économie, les jeux vidéo sont en concurrence à la fois entre eux, mais aussi maintenant avec tous les acteurs de cette économie. Fortnite est un concurrent de Netflix, qui lui-même est un concurrent de Facebook. Tout ça se mélange. Les jeux sont même pour certains devenus de véritables réseaux sociaux. Et on peut citer en exemple la plateforme Twitch, très populaire chez les ados, qui regroupe les trois univers, les vidéos, le réseau social et les jeux vidéo. Alors, il faut bien comprendre que c'est une industrie très lucrative et que les jeux les plus rentables sont quasiment tous ce qu'on appelle des free-to-play, c'est-à-dire que l'on peut y jouer gratuitement au départ. Ce qui veut bien dire que la gratuité n'est qu'apparente. Warcraft, Fortnite, Candy Crush, Minecraft, Animal Crossing, les revenus de tous ces jeux se chiffrent en milliards et pourtant, vous pouvez y jouer gratuitement en ligne au début. Et le top 3 des jeux de cette année où les joueurs ont le plus payé sur mobile, alors que ce sont des jeux gratuits au téléchargement, donc sont Kindmaster, Clash of Clans, Brawl Stars. Peut-être vous ne les connaissez pas, mais comme par hasard, ce sont les jeux les plus joués par les ados sur mobile. Alors, nous avons donc des jeux qui peuvent se jouer maintenant partout, n'importe quand, qui sont apparemment gratuits et qui sont conçus pour que les joueurs y jouent continuellement, avec des niveaux infinis, un monde sans fin, connecté, où il se passe toujours quelque chose, surtout quand on n'est pas là, comme disait Nadège. Donc, c'est devenu assez redoutable et cela peut devenir assez addictif, voire anxiogène pour un ado. Donc, du fait de l'économie à laquelle ces jeux appartiennent maintenant, il va falloir absolument encadrer leur utilisation pour nos ados qui ne sont pas complètement armés pour se réguler tout seuls. Et vous l'avez compris, ça ne va pas être aussi simple que de ranger la console Atari dans le meuble du salon qui ferme à clé. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, comment concrètement encadrer la pratique des jeux vidéo qui s'est insérée dans la vie de nos ados?
Alors, déjà, la très grande offre de jeux accessibles, leur connectivité, leur modèle économique nous impose maintenant de porter notre attention sur 4 thèmes importants pour pouvoir encadrer correctement la pratique des jeux vidéo. Donc, il va falloir qu'on encadre le contenu du jeu et l'accessibilité ou non à certains types de jeux. Il faut encadrer évidemment le temps d'utilisation, mais aussi maintenant regarder l'aspect réseau social à l'intérieur du jeu et également les modes de paiement, même plutôt de micro-paiement, à l'intérieur de ce même jeu. Donc, pour information, tous les supports de jeu maintenant permettent de mettre des limites de contenu, des limites de temps, de paramétrer l'accès à une communauté et de gérer les paiements. Quel que soit le support, vous devez absolument créer un compte spécifique pour votre ado et ce compte doit être identifié comme mineur et rattaché à votre compte qui est un compte administrateur. Alors, pour rappel, c'est obligatoire sur les téléphones avant 15 ans, mais c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à paramétrer aussi les consoles de jeux qui ont toutes des contrôles parentaux intégrés. Selon une étude du CEL, c'est les statistiques qu'on a vues tout à l'heure, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, la grande majorité des parents savent qu'il existe des contrôles parentaux pour encadrer les usages des jeux vidéo, mais près de 2/3 d'entre eux ne les utilisent pas. Alors, en ce qui concerne le contenu, vous devez d'abord savoir que tous les jeux font l'objet d'une classification dite PEGI, Pan-European Game Information. Cela vous permet de savoir ce que contient le jeu et vous pouvez mettre une limite en fonction de l'âge de votre enfant. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile quand le jeu du moment auquel tous les copains jouent a un PEGI de 16 ans et que votre enfant n'en a que 13. Quoi qu'il en soit, il est plus que souhaitable de proscrire les jeux qui ne sont pas conseillés aux moins de 18 ans. À vous de voir quand un jeu est interdit aux moins de 16 ans et savoir pourquoi. Il faut savoir que la plupart des FPS, c'est-à-dire des jeux qui se jouent à la première personne, dans un environnement souvent de violence plus ou moins suggérée, ont un PEGI effectivement de 16 ans. Donc vous pouvez paramétrer les PEGI sur les consoles, mais aussi sur les smartphones ou tablettes. Je vous mets là la correspondance avec l'univers des smartphones qui permet de limiter les applications en fonction des âges. Donc, pour info, tous les tutos qui vous expliquent comment paramétrer les limites de contenu sont accessibles dans l'application MyTwiga et ce, gratuitement. On le verra tout à l'heure. Donc ensuite, il faut, une fois qu'on a parlé du contenu, il faut encadrer le temps d'utilisation. Donc, sur console, vous pouvez paramétrer facilement les créneaux d'utilisation. Alors, aussi, la console a pour avantage de circonscrire le jeu dans un espace que vous pouvez maîtriser. Alors, sauf si cet espace est celui de la chambre de votre ado. Et puis, il y a un bémol aussi pour la console Switch qui permet de jouer en dehors du salon ou en dehors du téléviseur. Alors, sur mobile, il est possible aussi de limiter spécifiquement le temps passé sur les jeux ou limiter un jeu en particulier. Alors là aussi, je vous renvoie à nos tutos pratiques pour paramétrer efficacement le cadre d'utilisation, que ce soit sur iOS ou sur Android. Ensuite, pour l'aspect plus pédagogique, je vous renvoie encore une fois à nos webinaires qui traitent de l'encadrement, comment encadrer le temps d'utilisation de manière générale, où on décline tout l'aspect pédagogique qu'on peut mettre autour. Alors, ensuite, une nouvelle chose à laquelle il faut maintenant faire attention, le contrôle des discussions et des interactions entre joueurs. Avec les jeux vidéo qui sont maintenant connectés, on intègre l'univers des réseaux sociaux avec tous les codes et les précautions en termes de sécurité et de vie privée. Il est important de bien briefer son enfant sur l'attitude et les réflexes à avoir avec des inconnus. On n'y pense pas, mais la moyenne d'âge pour l'accès aux jeux connectés est plus jeune que celle pour l'accès aux réseaux sociaux. Et donc, comme sur les réseaux sociaux, il y a des règles de bon sens à partager avec son ado. Vous devez vous assurer que votre ado utilise un compte qui ne donne pas d'informations sur sa véritable identité. Donc, pas de prénom, de nom, mais plutôt un pseudo et surtout pas d'indication sur le lieu d'habitation. Les jeux vidéo ne sont pas des endroits totalement sûrs et on n'y rencontre pas toujours des jeunes du même âge. Et évidemment, la règle, c'est aucun contact dans la vie réelle avec un joueur que l'on ne connaît pas. C'est comme sur les réseaux sociaux. Donc, à savoir que certains jeux permettent un paramétrage parental à ce niveau. Alors, sur console principalement, il faut se renseigner. Et sur les consoles, il y a des paramètres généraux qui permettent de configurer ce que peut faire votre ado ou pas
au niveau des interactions. Enfin, dernier point, il y a l'encadrement des achats, des paiements. L'encadrement des paiements sur Internet, de manière générale, c'est un sujet à part entière qui fera de toute façon l'objet d'un webinaire spécifique. Alors, en attendant, pour info, on traite quand même ce sujet dans le parcours parent qui est proposé sur l'application MyTuga, parce que les achats dans les jeux vidéo, et même de manière générale, c'est beaucoup plus complexe que cela en a l'air. Les moyens de paiement se sont diversifiés et les jeux vidéo sont adeptes de ce qu'on appelle du micro-paiement, donc pas toujours visible aux yeux des parents si ce n'est pas correctement encadré. Alors, c'est même une des activités très rentables de ces jeux, comme Fortnite, par exemple, qui a beaucoup utilisé le système des loot box, qui très controversés, qui sont assimilés à des jeux d'argent et à des jeux de hasard dans certains pays. Le principe des loot box, coffre à butin en anglais, et que l'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir des objets très rares qui ont une valeur fiduciaire réelle. Ces loot box s'achètent et peuvent rapporter de l'argent. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des places de marché qui fonctionnent très bien, des plateformes où on peut revendre des profils de joueurs et des accessoires contre de l'argent bien réel si votre ado a un moyen de paiement et un compte bancaire. Donc, en attendant, nos conseils, c'est de bien connaître les moyens de paiement à disposition pour votre ado. Et à partir du moment où votre ado a la possibilité de faire des paiements, il faut encadrer. Donc ça, ce sera tout l'objet du webinaire que l'on fera sur le sujet. Et dernier point, quand vous autorisez un jeu, vérifiez sur le PEGI du jeu s'il y a des paiements intégrés, une nouvelle icône qui permet de voir ça. Sachez également que sur console comme sur smartphone, vous pouvez paramétrer les possibilités de paiement ou les interdire. Donc voilà, c'est la transition parfaite pour conclure, en vous donnant un petit aperçu de ce qui nous attend très certainement avec les progrès technologiques qui vont nous procurer des expériences toujours plus immersives, mais surtout en même temps nous développer des modèles économiques toujours plus performants. Donc on va parler des univers virtuels auxquels on a accès aujourd'hui avec des casques VR, Virtual Reality en anglais. Alors vous pouvez déjà vous balader dans ces premiers univers, si vous avez un Oculus par exemple. Ça préfigure alors l'énorme projet de Mark Zuckerberg, si vous en avez entendu parler, le fameux métavers, qui lui sera un monde permanent, unifié, et qu'on pourrait justement rapprocher du film d'anticipation dont Nadège a parlé tout à l'heure, de Steven Spielberg, Ready Player One, c'est-à-dire un monde parallèle permanent où l'on vient se connecter avec son avatar unique. Et ce n'est pas que de la science-fiction. Le métavers, c'est un monde où de nombreuses marques investissent déjà beaucoup d'argent, car ce sera un univers où les divertissements seront à disposition de manière illimitée et sans contrainte physique, et où tous les aspects de la vie pourront se mélanger. Donc ça attise évidemment les convoitises de beaucoup d'acteurs économiques pour pouvoir développer des nouvelles possibilités de consommer. Alors, tout cela sera possible, sans rentrer dans les détails, entre autres avec le développement des NFT, si on en avait entendu parler. Ça veut dire non-fungible tokens qui existent déjà et qui sont basés sur la technologie blockchain qui est utilisée pour les crypto-monnaies. Ça va permettre, pour faire simple, de garantir la propriété d'un objet virtuel, donc qui n'existe pas, qui sera unique, comme des baskets en série limitée très tendance que vous pourrez acheter et que pourra porter votre avatar et qui de fait deviendra très populaire dans le monde du métavers. Donc, on voit bien tout le potentiel infini de ce monde pour nous faciliter la consommation, pour nous faciliter les achats, mais aussi on imagine les dérives et les conséquences physiques et psychologiques qui sont encore très loin d'être connues. Donc voilà, chacun jugera de l'avenir qui nous attend sur les jeux vidéo. Alors le métavers de Zuckerberg, ce n'est pas encore pour tout de suite, même si ça peut aller très vite. Et en attendant, je vais laisser Nadège nous donner quelques conseils pratiques et pédagogiques qui, eux, de toute façon, seront toujours d'actualité, même dans le métavers. Oui, alors merci Arnaud pour toutes ces informations et toutes ces informations techniques et sur le fait qu'il est vraiment important aujourd'hui d'aller paramétrer. Aujourd'hui, tout smartphone, console, tu l'as dit, peuvent être paramétrés, mais la meilleure des protections, eh bien, ça va rester le dialogue parce qu'on voit à quel point les choses peuvent aller vite, à quel point aussi, même nous en veille, on peut parfois se sentir dépassé par la rapidité de tout cela. Et le dialogue est ce qui va vraiment servir de garde-fou. Alors, ça veut dire quoi dialoguer? Ça veut dire d'abord, on en a déjà parlé, mais éviter d'arriver en mode critique, évidemment, d'arriver en mode à
arrête, lâche, c'est débile, qu'est-ce que tu es encore en train de faire? C'est d'essayer de s'intéresser réellement. Le jeu vidéo, on l'a vu, en tout cas, les jeux vidéo dans les bonnes tranches d'âge ne sont pas des problèmes en soi, c'est le dosage qui l'est et c'est le fait aussi de ne pas savoir ce que notre ado est en train d'y vivre. Alors, il y a un outil que tu aimes bien, je le sais quand on en avait parlé ensemble, le CQQ, c'est occupé. Alors, ça veut dire quoi le CQQ, c'est occupé? Ben, c'est toutes les petites questions que l'on peut poser pour essayer de s'intéresser un peu à ce que nos ados sont en train de faire, avec qui tu es en train de jouer, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu joues quand, qu'est-ce qui se passe. Alors, en y allant par petites touches homéopathiques, hein, évidemment, si vous faites toutes les lettres des questions, votre ado va commencer à se sentir un petit peu assailli, voire inquiet, mais de temps en temps, savoir demander, proposer éventuellement expliquer. Alors, jouer peut-être, alors il faut aimer, hein, évidemment, mais au moins, si vous ne jouez pas, vous asseoir à côté de votre ado pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre et par exemple de comprendre que dans certains jeux, on ne peut pas juste lui dire bah, tu t'arrêtes dans 5 minutes parce que 5 minutes, ça peut être le milieu d'une action extrêmement importante et il vaut mieux dans ces moments-là lui dire écoute, là, d'ici 15 minutes maximum, on va dîner. Qu'est-ce qui est possible pour toi? Comment tu t'organises? Plutôt que de l'imposer parce que sinon, ben, vous risquez, on l'a expliqué tout à l'heure, mais de le frustrer, de le couper et ce qui déclenchera évidemment des réactions émotionnelles très importantes. Donc, le dialogue va être clé. Je vous ai dit que nous vous mettrons demain à disposition dans notre Facebook la vidéo dans ma tête d'ado accro aux jeux vidéo. C'est vraiment une vidéo de 7 minutes qui a été hyper bien faite, avec les codes des adolescents comme nous l'avons dans l'appli MyTwiga Ado. Et donc, je vous invite vraiment demain à aller la regarder, à aller la partager. Si vous n'avez pas Facebook, elle est disponible aussi sur YouTube. Mais c'est un bon moyen de venir aborder le sujet et de comprendre eh bien, ce qui peut se passer dans la tête de votre ado en espérant qu'il ne soit pas accro. Et puis, tu as fait référence plusieurs fois à l'appli ce soir, Arnaud. Je vous rappelle qu'il existe donc l'appli gratuite MyTwiga Parents. Elle est totalement gratuite, cette application. Pourquoi MyTwiga? Parce que c'est une petite girafe en Swahili et je vous rappelle quand même que nos adolescents ont perdu 1h40 de sommeil en moyenne depuis 10 ans. C'est le choix de notre petit logo. C'est pour éviter que bien, notamment les jeux vidéo continuent à avoir des impacts négatifs et que chacun soit plutôt dans l'autorégulation et l'autocontrôle. Donc, cette appli, elle est là pour vous aider à accompagner vos enfants, vos adolescents, avec toutes les fiches pratiques et les tutos dont tu as parlé. Et puis, pour nos ados, il y a aussi l'appli Ado que je te laisse présenter. Ouais, donc pour finir, un mot sur l'appli Ado, le parcours Ado qui traite aussi justement des jeux vidéo. Hein. Pour rappel, on propose via cette application un parcours d'apprentissage à la vie numérique dont le but n'est pas de moraliser ou d'infantiliser, mais de donner aux ados les clés pour une meilleure compréhension du monde numérique dans lequel ils vivent et donc une meilleure régulation de leurs usages. Donc on va avoir des sujets comme la sécurisation de la vie privée, la gestion de ses réseaux sociaux, comment s'informer correctement et évidemment des clés sur les jeux vidéo, les bienfaits, les risques et surtout les nouveaux modèles économiques et leurs techniques. Hein. Nous pensons effectivement que c'est le meilleur moyen pour que nos ados puissent à terme se réguler.